À l'occasion du 14 juillet, gros plan ce soir sur l'armée française qui se bat aujourd'hui en Afghanistan et en Libye, une armée qui n'a toujours pas quitté le Liban ou encore les Balkans. Et il y a 3 mois, eh bien, cette même armée était également engagée en Côte d'Ivoire, une armée dont le budget est passé de 3,3%, vous allez voir, du PIB, du produit intérieur brut, c'était en 89, à 1,6% du PIB en 2010. La période d'aujourd'hui est à la suractivité. Se pose alors la question de savoir si nous avons les moyens militaires de nos ambitions diplomatiques. Est-ce que nous avons les moyens aujourd'hui de continuer nos opérations en Libye si la guerre devait durer? Une guerre se gagne également moralement. Nos engagements ont-ils été payants? Nous parlerons évidemment de l'Afghanistan où un soldat a été encore tué aujourd'hui. 6 morts, 6 soldats français tués sur le front afghan en 48 heures. Et je vous rappelle que depuis le début du conflit, eh bien, ce sont 70 soldats français qui ont été tués en Afghanistan. Je vous présente tout de suite nos invités. Louis Gauthier, bonsoir. Vous êtes spécialiste des questions de défense et vous étiez le conseiller de Lionel Jospin. C'était entre 1997 et 2002. Avec nous sur ce plateau, Mathieu Mabin, grand reporter à France 24, Mathieu qui connaît parfaitement le terrain afghan, mais également la Libye ou encore la Côte d'Ivoire. 3 terrains dont nous parlerons ce soir. Nous attendons d'une minute à l'autre Pascal Boniface, qui est le directeur de l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques. Et puis avec nous dans la première partie de ce débat, le général Vincent Desportes. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous avez publiquement critiqué, on le rappelle, la guerre en Afghanistan et vous avez été sanctionné pour cela par le ministère de la Défense. Et dans la deuxième partie de notre débat, eh bien, nous serons avec Pierre Conessa, qui est maître de conférence à Sciences Po et à l'ENA et qui est ancien haut fonctionnaire au ministère de la Défense. Avant de commencer notre débat, le point tout de suite, si vous le voulez bien, avec Antoine Mariotti sur la situation de l'armée française. La France a-t-elle les moyens de ses ambitions militaires et diplomatiques? Avec près de 13 000 soldats en opérations extérieures contre 9 000 seulement l'année dernière, l'armée française tourne à plein régime. Alors que le ministère de la Défense est en pleine réduction drastique de ses effectifs, 54 000 postes doivent être supprimés entre 2009 et 2015, de nouveaux théâtres d'opération ont fait leur apparition. Nous subissons actuellement 3 phénomènes. La multiplication des opérations extérieures, une contrainte financière forte et un chantier de transformation énorme. Et pour la première fois depuis 1962, nous devons faire face à ces contraintes de façon simultanée. L'ensemble du système est donc forcément sous tension. Les soldats français sont déployés dans une vingtaine de régions à travers le monde. Ils sont 4 000 en Afghanistan et autant au large de la Libye, 1 350 au Liban ou encore 900 en Côte d'Ivoire. Le principal théâtre d'opération qui mobilise l'armée française depuis plusieurs années reste l'Afghanistan, même si un calendrier de retrait a été mis en place. Une opération périlleuse à laquelle s'est ajoutée la guerre en Libye, lancée il y a un peu plus de 4 mois et qui ne devait pas durer si longtemps. Elle coûte chaque jour plus d'1 million d'euros à la France. La facture est salée et n'était pas prévue. Le budget des opérations extérieures de la France était de 640 millions d'euros cette année. Le surcoût devrait dépasser le milliard d'euros. Mais les conséquences sont aussi matérielles. Si les opérations en Libye s'éternisent ces prochains mois, le porte-avions Charles de Gaulle, par exemple, devra rester à quai l'année prochaine pour renouveler ses équipements et la formation de son équipage. Général Desportes, est-ce qu'on a encore aujourd'hui les moyens militaires de nos ambitions diplomatiques? Alors, je crois d'abord que les chiffres que vous avez énoncés tout à l'heure sont particulièrement parlants. Et je crois que l'on peut dire que les budgets de la défense ont véritablement été laminés depuis 1989. On doit rajouter à cela que le coût des équipements a cru de manière considérable, suivant une logique technologique que l'on pourrait d'ailleurs revisiter. Ces deux effets ont conduit à une réduction drastique de nos flottes et de nos formats qui ne nous permettent pas effectivement d'être en nombre suffisant sur les différents théâtres où nous sommes engagés. Je crois donc qu'on est effectivement à la limite de ce que l'on peut faire avec nos moyens. Mais je crois également que la Libye a montré autre chose. Et je crois qu'on pourrait l'appeler opération vérité. C'est peut-être 2 sujets qu'on pourrait également aborder. C'est d'abord notre grande dépendance vis-à-vis des États-Unis, quelque chose qui vient d'être révélé et qui est tout à fait déterminant. Et la deuxième chose, c'est des interrogations majeures sur l'Europe de la défense qui étaient basées sur la mutualisation des moyens. Et cela ne fonctionne pas, nous venons de le voir.
Louis Gauthier, vous êtes d'accord avec le général Desportes? Est-ce que vous êtes aussi alarmiste que lui? Est-ce qu'aujourd'hui on est au maximum de nos moyens militaires? Je crois qu'on est en situation de butée capacitaire. On le voit en Libye et le général Vincent Desportes vient de le souligner. Est-ce que ça signifie qu'on n'a pas les moyens de nos ambitions? Ça signifie aussi qu'on n'a pas suffisamment de sélectivité ou de choix dans nos ambitions. Enfin, je voudrais rappeler que tout n'était quand même pas si rose en 89 ou en 90 à la fin de la guerre froide, parce que nous avons eu une autre expérience qui a justement précipité toute une série de réformes qui sont encore en œuvre aujourd'hui. Ça a été la guerre du Golfe. Et la guerre du Golfe a montré qu'on avait une armée certes très volumineuse, mais complètement inadaptée aux conflits qui allaient être ceux de la fin du XXe siècle et du XXIe siècle. Et donc il y a eu un effort de rattrapage, de modernisation coûteux, et il ne faut pas non plus ignorer cet aspect des choses. Le problème de la France, c'est qu'elle souhaite avoir une armée, je dirais, polyvalente, qui est conforme à son destin, à son statut de membre permanent du Conseil de sécurité. Mais on voit bien que là, effectivement, cette ambition, elle a du mal à être honorée, je dirais de la dissuasion, en passant par l'espace, jusqu'aux capacités de projection extérieure. Et le général Desportes a tout à fait raison de pointer du doigt ce qui était d'une certaine manière la façon de rationaliser et de retrouver le bon niveau, la bonne échelle qui était l'échelle européenne. Et aujourd'hui, cette échelle, on s'aperçoit non seulement qu'elle est un peu courte, mais qu'elle est presque retirée sous nos pieds. Et il y a une vraie interrogation pour les politiques, qui est la relance de cette dimension de l'Europe de la défense. Le problème se pose d'ailleurs aussi bien à l'Union européenne qu'à l'OTAN. Le désarmement de tous les pays européens en même temps crée effectivement, collectivement, un problème et une impasse que nous rencontrons à un niveau sans doute moindre, mais que le conflit en Libye le signale. On reste cependant la 4e puissance militaire au monde. Il ne faut pas non plus. Il faut relativiser aussi un certain nombre de choses. Relancer la politique de la défense, ça veut dire aussi mettre de l'argent. Et aujourd'hui, on le voit bien, tous les pays européens, l'heure est plutôt aux restrictions. Mathieu Mabin, vous étiez dans l'armée française également. Dans quel état d'esprit sont aujourd'hui les militaires? Est-ce que le moral est au plus bas? Non, je ne crois pas qu'on puisse dire ça. Et surtout, c'est très variable selon la place et le rang de ces militaires. Les militaires qu'on rencontre en opération extérieure n'ont absolument pas de problème de morale, pas du tout. Si vous les interrogez, ils vous diront qu'ils sont parfaitement équipés pour la mission qui leur a été confiée. Ce qui est tout à fait proche de la vérité, en tout cas pour l'Afghanistan. Il y a un réel effort qui a été fait par les armées, par l'armée de terre notamment, pour rattraper le retard qui était bien réel, mais qui, je dirais, n'était pas dramatique dans le sens où il concernait quelques petits équipements individuels et de l'armement qui reste peu coûteux. Il ne s'agit pas de porte-avions. Parce que là, par exemple, on peut lire un article dans Libération aujourd'hui où un soldat qui a souhaité garder l'anonymat disait par exemple, il achetait tout son matériel militaire, qu'il le payait de sa propre poche parce que le matériel qu'on lui donnait était pas à la hauteur. Alors ça, c'est vrai, mais ça a juste 4 ans de retard. Aujourd'hui, les soldats de l'armée de terre sont parfaitement équipés. Ils le disent eux-mêmes. Et pour satisfaire un soldat français avec son équipement, il a fallu que l'armée de terre mette les moyens et ça a été fait. Mais je dirais que ça, c'est un détail, c'est une formalité. Les difficultés que la France rencontre en Libye sont de toute autre nature et certainement bien plus préoccupantes. La France n'a pas été capable d'équiper ses avions en munitions, en bombes en quantité suffisante et n'a pas réussi à tenir plus d'un mois sans se tourner vers son partenaire américain ou allemand. C'est ce que dénonce à demi-mot le général Desportes, qui dit qu'on est dépendant des Américains, considérablement dépendant des Américains. On est dépendant des Américains sur le point de vue logistique aussi. L'indépendance militaire de la France en Afghanistan, elle n'est pas, elle n'existe pas. Sans le soutien logistique américain, la France est en difficulté. Elle le pourrait, mais elle serait en difficulté. Général Desportes, si la guerre venait à durer en Libye, est-ce que la France pourrait la poursuivre? Bon, écoutez, je crois que la réponse est donnée. Je crois que le problème de notre armée, c'est sa difficulté à durer. C'est-à-dire que nous sommes une armée qui manque d'épaisseur et de profondeur stratégique. C'est pour ça que tout à l'heure, vous posiez la question des dépenses, et je crois que pour moi, le point n'est pas tant de dépenser plus que de dépenser mieux. C'est-à-dire que je crois que nous avons suivi un modèle que nous ne pouvions pas nous offrir. Ce modèle, c'est le modèle américain, le modèle de la haute technologie, que les Américains peuvent, à juste titre d'ailleurs, peuvent s'offrir,
parce qu'ils ont un budget qui équivaut à peu près à 700 milliards de dollars. Avec notre budget de 35 milliards d'euros, nous avons du mal à suivre ce modèle, ce qui entraîne des trous capacitaires qui viennent d'ailleurs d'être montrés par votre en termes de missiles anti-radar, en termes de ravitaillement en vol, en termes de renseignement, etc. Donc je crois qu'il faut être raisonnable, c'est-à-dire se doter d'un modèle que nous pouvons nous offrir, d'autant plus qu'il n'est pas prouvé que le modèle américain fonctionne parfaitement. L'Amérique ne parvient pas plus que nous à des résultats stratégiques probants en Afghanistan. Donc je crois la question n'est pas tant de dépenser plus que de dépenser mieux, de manière à redonner de l'épaisseur stratégique à notre armée. Louis Gauthier, comment expliquer que cette guerre en Libye et en Afghanistan dure alors que finalement nous avons des moyens supérieurs aux insurgés? Il y a 130 000 quand même soldats de la coalition internationale en Afghanistan contre 20 ou 30 000 insurgés. Comment se fait-il qu'on n'arrive pas à défaire les troupes du colonel Kadhafi? D'abord parce que, je dirais, la nature du mandat fait que nous nous sommes interdits dès le départ d'avoir un appui au sol aux forces insurgées et donc de conquérir sur le terrain la bataille contre les forces qui sont restées, les forces loyales au régime de Tripoli. Donc ça, c'est un premier point. Mais on sait que la supériorité militaire, et l'Afghanistan le prouve, la supériorité technologique, elle ne suffit pas. Dans ce type d'opération où en réalité l'objectif n'est pas celui de l'écrasement physique de l'ennemi, n'est pas le pilonnage de toutes les villes pour obtenir une victoire militaire, mais de créer des conditions permettant une solution politique par la neutralisation des forces adverses. C'est très différent. Et du coup, on voit mais ça veut bien dire par exemple que nos armées ne sont pas suffisamment entraînées à ce type de terrain? Je pense qu'elles le sont, mais à partir d'un certain moment, ce sont des actions politico-militaires. Et le politique, évidemment, reprend ses droits. Ce qu'a dit le général Desportes, dépenser mieux, oui, je crois que c'est évident, il faut savoir dépenser mieux. Mais je voudrais relativiser un peu ce qu'il a dit, parce que nous savons depuis 20 ans que nous interviendrons qu'en coalition. Donc il ne faut pas s'étonner que la France ne puisse pas faire seule la guerre ici ou ailleurs. Nécessairement, nous devons la faire avec des alliés. La question qui se pose pour les Européens, c'est que est-ce que la France et le Royaume-Uni et quelques autres grandes puissances conservent encore des créneaux dans les domaines de capacité de supériorité stratégique, celles que détiennent les Américains, ou non? Et ça, c'est très important parce que seuls quelques pays peuvent le détenir encore aujourd'hui. Ça veut dire la problématique des porte-avions, la problématique du nucléaire, la problématique du spatial, etc. Et donc, c'est très difficile de dire il y aura un modèle alternatif qui serait le modèle rustique d'armée d'interposition, qui alors là serait encore plus tributaire, je le dirais, de celui qui conduit la coalition, c'est-à-dire les États-Unis. Donc, dépenser mieux, ça veut dire être sélectif, mais ça ne veut pas dire, ça veut dire choisir ses objectifs, mais ça ne veut pas dire oublier les objectifs stratégiques pour répondre uniquement à des objectifs tactiques ou opérationnels de terrain. Vincent Desportes, vous vouliez répondre, je crois, à Louis Gauthier. Non, mais je suis parfaitement d'accord sur ce dernier point. Il ne s'agit pas de tomber d'arriver à un modèle d'armée rustique qui, effectivement, n'aurait finalement pas l'autonomie stratégique. Mais je crois néanmoins que nous acquérons et nous continuons à acquérir un certain nombre d'équipements dont les coûts augmentent de manière exponentielle, qui grèvent le budget de nos armées, qui réduisent nos effectifs et qui finalement nous conduisent à l'incapacité tactique sur le terrain. Je dis donc qu'on doit véritablement se poser la question de savoir quel est le bon modèle d'armée. Et je crois que la question aussi est de savoir s'il ne faut pas réduire nos ambitions en termes de capacité de projection vers l'extérieur. La question se pose de savoir si les limites que nous nous sommes fixées dans le dernier livre blanc ne sont pas finalement trop vastes par rapport aux capacités que nous pouvons avoir.
Ensuite, pour répondre encore à la question précédente, je crois qu'une des grandes difficultés des conflits actuels, c'est que nous ne pouvons pas utiliser tous nos avantages comparatifs parce que nous sommes obligés de limiter l'emploi de la violence et de la destruction qui sont en quelque sorte l'avantage comparatif des armées dans un conflit. Et donc, nous devons nous poser la question de savoir quels sont les autres outils militaires qui permettraient de parvenir plus rapidement à des résultats politiques que les outils de haute technologie qui ne sont concentrés que sur le simple effet de destruction. Pascal Boniface nous a rejoint. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de l'IRIS. Alors, c'est la question qu'on posait à nos invités au début de ce débat. Est-ce que la France a encore les moyens militaires de ses ambitions diplomatiques? Que ce soit Louis Gauthier ou Vincent Desportes étaient plutôt pessimistes en disant voilà, qu'il n'y a pas suffisamment aujourd'hui d'argent. Et en tout cas que l'argent, ce que nous disait Vincent Desportes, n'est peut-être pas employé à bon escient. Alors c'est sûr que les budgets militaires ont réduit. On n'est plus à 4% du PIB comme il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, mais plutôt 1,6%. La sécurité du pays, elle est assurée. Notre défense n'est pas en danger. Le problème, ce sont les opérations militaires extérieures, avec effectivement des freins politiques, mais également des freins matériels sur les matériels. Même s'ils sont nombreux, on ne peut pas les utiliser. Je suis entièrement d'accord avec Vincent Desportes. On ne peut plus bombarder des villes comme c'était le cas de façon tout à fait acceptée il y a plusieurs décennies. Et donc il y a une limitation de la violence, et puis il y a aussi des réflexions sur les engagements. Sur la Libye, par exemple, le fait de changer la mission en cours de route, de partir pour protéger la population, ce qui a été fait à Benghazi, et ensuite se retrouver co-belligérant, mais avec peu de pays, parce que nous combattons finalement avec uniquement les Britanniques. Et donc effectivement, si nous sommes à deux contre un adversaire libyen, avec en plus une limitation de l'usage de la force pour des raisons politiques et des raisons stratégiques, et aussi d'opinion publique, eh bien cela devient plus difficile. Le véritable problème est de savoir quelles sont nos ambitions diplomatiques et comment on les détermine. C'est tout à fait différent d'intervenir en Bosnie, par exemple, comme une force de maintien de la paix, où là, il y a un consensus, on intervient à plusieurs, on a eu des pertes. Jamais elles n'ont été contestées, parce qu'il y avait un consensus à la fois national et international. Sur la Libye, le consensus national est plutôt fragile, et le consensus international n'existe pas. Donc le problème est de savoir quelles sont nos ambitions internationales, et pour quel usage diplomatique nous mettons la force au service de quel usage diplomatique. Et c'est là-dessus où peut-être que l'on a, pour des raisons un peu de communication politique, empilé des missions, des obligations qui ne sont peut-être pas dans une vision d'ensemble de ce que doit faire et peut faire la France, à la fois plus seule, mais plutôt dans une coalition. Et l'intervention militaire seule, elle n'est plus possible, pas tellement pour des raisons militaires, mais avant tout pour des raisons politique et diplomatique. Vincent Desportes, vous allez nous quitter. Je vais vous poser une dernière question qui va un peu dans le sens de ce que disait Pascal Boniface en disant que l'objectif finalement en Libye a changé. Au départ, c'était de protéger donc les populations civiles. Aujourd'hui, c'est clairement de chasser le colonel Kadhafi du pouvoir. Est-ce que on s'enlise aujourd'hui en Libye? Est-ce que cette guerre dure plus longtemps que prévu parce qu'on ne l'a pas bien préparée et que les objectifs ont changé en cours de route? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Écoutez, je suis surtout d'accord sur le fait que la guerre reste ce qu'est la guerre, c'est-à-dire quelque chose de très compliqué et qui évolue au-delà de la volonté des politiques. Cette dérive des objectifs est quelque chose qui est constant dans la guerre, mais c'est vrai que c'est très frappant de voir le président Obama s'exprimer fin mars et dire « il n'est pas question de changer de régime » et de voir le 15 avril le même président Obama avec le président Sarkozy et M. Cameron écrire « Kadhafi doit partir ». Donc on voit qu'on a une dérive et que cette dérive effectivement conduit à cet enlisement puisque au fond maintenant nous nous sommes donné un objectif absolu qui est le départ du président Kadhafi et le changement de régime. Et nous utilisons pour cela des moyens limités avec les contraintes que j'ai évoquées tout à l'heure. Merci Général Desportes d'avoir été avec nous dans ce débat. On va faire une pause. On se retrouve avec nos invités dans un instant pour la deuxième partie avec cette question notamment. Une guerre se gagne également moralement. Nos engagements ont-ils été payants? Eh bien, nous posons toutes ces questions à nos invités. Et Pierre Conessa nous rejoindra pour la deuxième partie du débat. Tout de suite.